Hello à tous et bienvenue dans Props. Aujourd'hui, je vous livre quelques histoires sur l'extraordinaire conception du T-800 de Terminator 1 et sur les artistes incroyables qui lui ont donné vie. Pour comprendre la révolution visuelle qu'a été ce film, il faut remonter à la genèse du projet et aux motivations de son auteur, le grand James Cameron. En 1978, il réalise, produit, co-scénarise et monte son premier court-métrage, Xenogenesis. Mais il ne s'arrête pas là, puisqu'il officiera également comme directeur de la photographie, maquettiste et superviseur des effets spéciaux. C'était un véritable couteau suisse, et retenez bien ça car ça aura une importance toute particulière pour la suite de la vidéo. Xenogenesis, ça raconte l'histoire d'une femme et d'un ingénieur à bord d'un énorme vaisseau spatial chargé de chercher un endroit pour démarrer un nouveau cycle de vie. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu, et un robot vient jouer les rôles de trouble-fête. Si je vous raconte ça, c'est parce qu'on sent déjà la volonté de son auteur de parler d'apocalypse. Et surtout, en voyant le court-métrage, on comprend très vite qu'il est totalement passionné par la robotique. On comprend donc très bien où tout ça va le mener, et il y a plein de choses qu'on retrouvera dans ses films des années après. D'ailleurs, si vous voulez voir ça, le court-métrage est disponible gratuitement sur YouTube. Ça dure une quinzaine de minutes, et c'est super intéressant parce qu'on comprend réellement d'où viennent les thèmes récurrents du cinéma de Cameron. À la suite de ce court-métrage, Cameron se fait rapidement remarquer par le réalisateur Roger Corman, et en 1980, il l'engage dans sa compagnie, la New World Pictures. Cameron commence à travailler sur les effets spéciaux de plusieurs films avant d'être nommé directeur artistique sur Les Mercenaires de l'espace, puis directeur de la photo sur Galaxy of Terror. Pendant cette période, il participe également à la conception des effets spéciaux du très bon New York 1997 de John Carpenter. Vous l'aurez donc compris, la passion de Cameron pour l'apocalypse et les robots, ainsi que sa très grande expertise des effets spéciaux et visuels vont être déterminants pour la suite. Et il fallut attendre une nuit de 1981, pendant le tournage de Piranha 2, pour que l'histoire se mette réellement en marche. Cette nuit-là, Cameron est malade comme un chien et fait un cauchemar qui va changer sa vie. Il rêva d'un torse métallique se traînant hors d'une explosion et tenant des couteaux de cuisine. Le Terminator était né. Et c'est assez drôle parce qu'après cette expérience, Cameron aimait dire qu'il préférait les cauchemars plutôt que les rêves. Selon lui, les cauchemars développaient l'imagination là où les rêves étaient une perte de temps. À son retour en Californie, Cameron n'a qu'une chose en tête, écrire ce script qui le hante depuis plusieurs semaines. Et le reste appartient à l'histoire. Pour donner vie à la machine qui a pris possession de ses pensées, il veut voir les choses en grand. Il déclara plus tard dans une interview qu'à cette époque, les films du genre étaient des séries B conçues au rabais, dont les robots ressemblaient à des comédiens costumés. Le ton est donc donné, et on sent directement toute son ambition. Il blague pas le Jim. Pour la conception du Terminator, Cameron souhaite reproduire le style des robots qu'il voyait sur les couvertures du magazine de science-fiction Analog. Plein d'idées lui viennent à l'esprit, mais il reste finalement bloqué sur sa volonté de base, un endosquelette métallique sous une peau humaine. Démarre alors une série de dessins et de maquettes que s'échangèrent Cameron et Stan Winston, qui deviendra l'expert des effets spéciaux et du maquillage sur le film. Finalement, la version du design retenu était presque identique à l'original qu'avait dessiné Cameron à la suite de son cauchemar. Winston déclara d'ailleurs qu'il était rare qu'un réalisateur s'investisse autant dans la partie artistique d'un projet. Il déclara même que James Cameron était l'artiste le plus important de son bureau. Mais c'est pas très étonnant, parce que comme je vous l'ai dit au début d'épisode, il a commencé sa carrière en réalisant toute la partie artistique de son court-métrage. C'était un véritable couteau suisse et il savait littéralement tout faire. Pour Terminator, il a d'ailleurs réalisé une multitude de storyboards extrêmement précis de différentes scènes du film. Ça montre sa détermination et son implication totale dans le projet. Jim was able to storyboard almost the entire movie himself and created certain panels in color that he could pass out to the department heads so they had a perfect idea of the visuals Jim planned to get on screen. Après tout ça, Cameron et Winston ont donc l'idée précise en tête de ce que deviendra le Terminator. Maintenant, et c'est sans doute la partie la plus intéressante, il faut donner vie à cette machine pour que le film soit crédible. Parce qu'en 1984, construire tout un film autour d'un cyborg métallique, c'est vraiment pas une mince affaire. En plus de ça, l'équipe du film dispose d'un budget de seulement 6,4 millions de dollars. À titre de comparaison, le budget nécessaire pour réaliser les trucages de Ghostbusters, sortis la même année, avoisinait les 6 millions de dollars. James Cameron et son équipe vont donc être poussés dans leur retranchement pour donner vie au Terminator, et ça va les obliger à faire preuve d'une créativité sans limite pour arriver à leur fin. Et c'est d'ailleurs l'essence même du cinéma, créer des illusions avec les moyens du bord, et Cameron et son équipe ne manqueront pas d'imagination pour aller au bout. Avant d'aller plus loin, je dois vous parler de deux personnes essentielles à la réussite de la création du Terminator.
Gene Warren Jr. et sa société Fantasy II qui vont être mobilisés pour les effets spéciaux visuels du film, et Stan Winston, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui s'occupera des maquillages, effets spéciaux pratiques et de toutes les créations matérielles en lien avec le Terminator. Ces deux hommes et leurs équipes sont de véritables génies de la création. Sans eux et sans leurs idées, il n'y avait pas de film. Leur rôle a donc été, en collaboration avec James Cameron, de partir du script pour donner réellement vie à la machine. Et pour vous montrer l'importance de ces deux hommes, laissez-moi vous raconter quelques histoires. Tout d'abord, Stan Winston se lance dans un pari fou. Construire une version réelle du Terminator en endosquelette et en grandeur nature pour plusieurs scènes du film. Et en fait, il n'avait pas trop le choix. Le manque de budget et les effets spéciaux de l'époque ne permettaient absolument pas de créer un Terminator numérique. Cet endosquelette sera utilisé en grande partie pour les séquences finales du film et nécessitait plusieurs marionnettistes pour être manipulés. Le cou, la tête et les yeux de l'endosquelette sont quant à eux animés par des servomoteurs radiocommandés. Winston va au bout de son idée et devinez quoi, c'est une réussite totale. Quand on voit les scènes du film, encore aujourd'hui, c'est assez bluffant. Alors imaginez pour l'époque. Winston déclara d'ailleurs que les animatroniques de Terminator ont réellement révolutionné le futur des effets spéciaux. Il déclara également que Terminator lui avait permis de se rendre compte de ce qui était faisable et infaisable en termes d'effets spéciaux sur un film. Ça l'avait vraiment poussé dans ses retranchements. Pour d'autres scènes, Stan Winston et ses équipes ont également créé plusieurs versions du Terminator. Un demi-Terminator coupé au torse qu'un technicien portait sur ses épaules, une main robotisée utilisée pour certaines scènes, un Terminator en matière légère pour pouvoir le faire exploser et ainsi éviter les blessures sur le tournage, ou encore de nombreuses duplications de Schwarzy en animatronique. Mais toutes ces créations, bien qu'indispensables, ça coûte très cher. Alors pour réaliser les scènes, les équipes ont opté pour des stratagèmes parfois très amateurs en utilisant les moyens du bord. Par exemple, Cameron souhaitait absolument en post-production un plan du Terminator sur le palier de l'appartement de Sarah Connor. Faute de décor, l'équipe se rendit dans l'appartement de la productrice et repeigna sa porte en noir pour être raccordée avec les autres plans du film. Je peux aussi vous citer le sac mortuaire de Reese qui était en fait un sac appartenant à James Cameron qu'il avait dans sa voiture au moment du tournage. Une autre anecdote que je trouve très cool concerne la fameuse scène de la presse hydraulique qui écrase la tête du Terminator. Cette scène a été complètement improvisée sur le tournage. Les équipes du film ont construit une presse à partir de mousse qu'ils ont peint en couleur argentée. Ils ont ensuite fabriqué l'œil en mousse et en papier aluminium. Et encore plus cool, la fumée qui sort de la scène était littéralement de la fumée de cigarette. Une personne hors champ crachait la fumée pour qu'elle apparaisse dans le champ de la caméra. À propos de ces scènes, Stan Winston déclara qu'il ne fallait pas des milliards de dollars pour que ça rende bien, et il avait complètement raison. Pour les effets spéciaux visuels, Gene Warren Jr. a aussi réalisé des prouesses incroyables. Sur le tournage, il était considéré comme un maître de la perspective. Et c'est cette perspective qui a permis d'économiser beaucoup d'argent à la production. Je m'explique. Vous vous rappelez des scènes de guerre dans le futur ? Pour leur réalisation, un monde miniature a été entièrement créé. Et pour les plans où des humains passent dans le décor, ce sont simplement des jeux de perspective qui permettent de les réaliser. Et c'est tellement malin, car créer ces décors en grandeur nature aurait nécessité des millions de dollars et des mois de conception supplémentaires. On peut enfin citer la fameuse scène du camion-citerne qui explose. James Cameron souhaitait à la base faire exploser un camion grandeur nature avant de se raviser et d'opter pour une version miniature à cause du lieu de tournage de la scène. À ce moment-là, il tournait dans le downtown Los Angeles et c'était pas du tout faisable. Au final, le choix du camion miniature fonctionne parfaitement. Et tout ça grâce, encore une fois, à l'incroyable travail des équipes techniques. Le résultat est finalement bluffant et c'est notamment dû aux 42 explosions parfaitement millimétrées du camion miniature qui ajoutent un aspect vraiment grandiose à la scène. En me renseignant, j'ai trouvé ça hyper cool que la créativité des équipes ait été aussi mobilisée à cause des contraintes de budget et de scénario. Et c'est ça que je voulais vraiment mettre en avant. Nos films préférés sont nés de grandes idées qui poussaient les équipes à se dépasser. Il suffisait pas de dizaines de millions de budget pour créer des miracles visuels. Juste de l'envie et de la volonté mêlée à de la naïveté et de la passion. C'était aussi l'occasion de réhabiliter Stan Winston, Gene Warren Jr. et leurs équipes qui ont donné vie à l'un des personnages les plus iconiques du cinéma. Voilà, cet épisode de Props touche à sa fin. Si vous souhaitez en apprendre un peu plus, je vous conseille l'excellent documentaire Making Terminator dispo gratuitement sur YouTube et qui m'a beaucoup aidé à écrire cet épisode. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire si vous l'avez apprécié et si vous souhaitez un épisode sur Terminator 2 qui est encore peut-être plus fou en termes de conception matérielle et qui a notamment valu 2 Oscars à Stan Winston. N'hésitez pas également à me suivre sur Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. En attendant, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de Props.